Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salam ala Rasulillah. Vous suivez le 19h30 sur la télévision albayane depuis le studio Cheikh Aboubakar Fofana. Nous sommes le mardi 2 juin 2026 et 16 Hijja 1447 de l'Égypte au sommet de l'actualité. Le Hajj achevé, les pèlerins ivoiriens entament les préparatifs de leur retour au pays. Les premiers passagers des vols procèdent à l'enregistrement et à la pesée de leurs bagages conformément aux dispositions établies. Les détails en début de journal. La Côte d'Ivoire a présenté ce mardi son plan national de développement 2026-2030 aux partenaires techniques et financiers ainsi qu'aux corps diplomatiques. Ce programme ambitieux vise à accélérer la transformation économique et sociale du pays au cours des 5 prochaines années. Et Abidjan accueille la deuxième conférence internationale Abidjan 2 consacrée à l'intelligence artificielle, aux réseaux sociaux et à la liberté de communication initiée par la ACA. La rencontre réunit les régulateurs francophones et africains des médias qui réfléchissent aux défis de la régulation de l'espace numérique. Bienvenue à toutes et à tous. On commence tout de suite par le Hajj. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, également chargé des cultes et l'Hajj, Vagondo Diomandé, a regagné Abidjan ce lundi 1er juin après plusieurs semaines passées en Terre Sainte dans le cadre du Hajj 2026, venu s'assurer des conditions de séjour des pèlerins ivoiriens. Il a également accompli pour la deuxième fois le pèlerinage à la Mecque. À son arrivée, il a été accueilli par ses collaborateurs et les membres de sa famille. Compte rendu Sissé Bangali et Safia Kouyaté. Poignée de main, accolades et sourires, c'est un accueil chaleureux qui a été réservé au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général de corps d'armée El-Hajj Vagondo Diomandé, et à son épouse à leur arrivée à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Parents, proches, collaborateurs, mais aussi cadres et élus du Grand Ouest ont effectué le déplacement pour leur souhaiter la bienvenue après plusieurs semaines passées en Terre Sainte dans le cadre du pèlerinage à la Mecque. Pour nombre d'entre eux, cette rencontre est également l'occasion de recueillir les bénédictions du pèlerin. Monsieur le ministre, vous avez effectué un bon voyage. Nous n'avons pas retenu longtemps ici encore, dans ce rôle. Je vous dis vraiment bonne arrivée. Mais derrière aussi, la fête des mères. On a dit bonne fête à moi. Que le Seigneur continue de faire par lui, qu'il continue de bénir davantage. Au-delà de l'accomplissement du pèlerinage à la Mecque, pour la deuxième fois, le ministre chargé des cultes avait pour mission de s'assurer des conditions de séjour des pèlerins ivoiriens et du bon déroulement de leur participation aux différents rites du Hajj. De retour au pays, El-Hajj Vagondo Diomandé s'est réjoui de l'accueil qui lui a été réservé. Il a également saisi cette occasion pour adresser des prières et des bénédictions au président de la République Alassane Ouattara ainsi qu'à l'ensemble de la population ivoirienne. Faisons des bénédictions pour le président de la République, qui incarne la nation ivoirienne. Bien évidemment, nous prions pour la nation ivoirienne. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu ait la main sur chacun d'entre nous. Que Dieu nous donne chaque fois l'inspiration nécessaire pour guider les décisions que nous serons amenés à prendre en tant que responsables. Après plusieurs semaines passées en Arabie Saoudite, le ministre retrouve ainsi le pays avec des prières formulées pour la paix, la stabilité et le développement de la Côte d'Ivoire. Le Hajj 2026 est terminé. Les pèlerins se préparent donc pour le retour au pays. Depuis le dimanche 31 mai, les passagers des premiers vols vont enregistrer leurs bagages et chaque pèlerin a droit à 2 valises qu'ils doivent faire peser et ne pas dépasser les 40 kg autorisés en soute. Aïcha Toukone et Touré Ibrahim Major pour plus de détails. Le pèlerinage est terminé et tous les passagers, les invités d'Allah Subhanahu wa Ta'ala doivent retourner chez eux. Et des souvenirs sont achetés pour les parents. Mais avant d'embarquer dans les avions, il y a la pesée et l'enregistrement des bagages. Mokhtar, membre de la commission transport, nous explique la procédure. Ils vont d'abord passer à la pesée. Après la pesée, ils vont aller mettre tout ce qu'on appelle les identifiants et filmer les bagages et ils se mettent en rang et nous les dirigeons vers les agents de Air Côte d'Ivoire qui vont apposer un de leurs talons, Le pèlerin passe chez GDR, qui est la commission des bagages de la commission du Hajj. Donc ils vont là-bas pour pouvoir mettre les talons de GDR. Et après ce talon-là maintenant, le pèlerin va se reposer pour attendre. El Hadji Sila Ibrahim, passager du vol 9 qui a décidé de partir avec le vol 3, est heureux de pouvoir faire embarquer ses bagages. Ce matin, on a parti à la pesée. Ensuite, après la pesée, nous sommes, comme mon poids était normal, je suis allé directement pour l'enregistrement.
El Hadj Bamba a lui aussi réussi la pesée. Il est très satisfait d'avoir réussi à maîtriser ainsi le poids de son bagage. Ce n'est pas le cas pour cette Adja qui est au-dessus des 40 kg, un peu plus de 44 kg. Elle est donc obligée de retirer quelques affaires. Dans ses bagages, il est formellement interdit aux pèlerins d'y mettre des bouteilles de Zamzam, car ils en recevront une fois sur place à Abidjan. Les premiers et deuxièmes vols du contingent ivoirien décolleront le mercredi 3 juin 2026 à l'aéroport de Djeddah à quelques heures d'intervalle. Retour à Mina de toutes les étapes. Le séjour dans l'enclave de Mina reste l'un des plus éprouvants pour les pèlerins du fait de l'insuffisance des toilettes et les longues files d'attente qui peuvent provoquer rapidement des tensions. Mais la communauté ivoirienne a su s'organiser et arriver à anticiper les disputes, nous disent Adja Aïchatou Kone et El Hadj Touré Ibrahim Major. De longues files d'attente devant les toilettes des hommes comme chez les femmes, surtout aux heures de prière. Mais grâce à l'engagement de ce septuagénaire El Hadj Karamoko Vazouana, qui dresse les rangs, demande des facilités pour les personnes les plus vulnérables. Une personne. J'ai constaté qu'il y a des vieilles personnes qui sont comme moi, plus âgées que moi, qui n'arrivent pas à retenir leurs urines. Je sais ce que c'est que l'incontinence urinaire. Donc, si l'urine passe dans le sang, c'est difficile, vous pouvez passer. Voilà, c'est ce qui m'a motivé à venir les classer, les ordonner, et afin que celui qui veut aller faire autre que uriner, on l'aide, on le guide pour aller où il doit aller. Ainsi, chacun attend son tour dans l'ordre et la discipline. Même les encadreurs et les responsables de vol obéissent pour donner l'exemple aux pèlerins. Les heures de prière, il y a beaucoup d'hommes, donc il faut se mettre en rang pour se patienter. Moi, en tant qu'encadreur, en tant que chef du groupe, je devrais passer devant, mais je ne le ferai pas parce que il faut respecter le rang et il faut respecter la discipline. Vazouana Karamoko rencontre quelques difficultés dans son engagement, mais il tient à la récompense divine. C'est pourquoi il ne se laisse pas faire. L'être humain, d'une manière générale, est difficile à gérer. Moi, ce que j'ai fait comme petit geste, ma récompense vient directement du tout-puissant Allah et Azawajal. Souvent, il faut patienter plusieurs minutes devant les toilettes des Ivoiriens avant de pouvoir se soulager. Mais les plus astucieux ont trouvé une autre solution, aller dans les autres camps, les moins peuplés, pour utiliser leurs toilettes. Les premiers pèlerins ivoiriens de retour du Hajj sont attendus demain, Inch'Allah, au pays. Les passagers des vols 1 et 2 atterriront respectivement à 10h et à 14h et à suivre le plateau spécial sur la radio à partir de 10h15 et à 17h de retour d'Arafat. C'est tout pour le Hajj. Dans un autre chapitre, la deuxième édition de la Tabaski des enfants se tiendra, Inch'Allah, le 13 juin prochain à Cocody, à quelques jours de l'événement. L'effervescence est à son comble et les différentes équipes se préparent activement. Samedi dernier, notre équipe de reportage s'est rendue à la mosquée de la Riviera 3 pour s'imprégner de l'état d'avancement de l'organisation. On fait le point avec Ouattara Mohamed et Safiat Kouyaté. Les enfants se plongent avec ferveur dans des questionnaires sur les fondements de l'islam et entonnent des cantiques religieux. Bismillah, 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 au nom d'Allah. Cette séance de préparation se déroule sous le regard bienveillant de leur encadreur et des membres de l'association des femmes de la mosquée de la Riviera 3, initiatrice de la Tabaski des enfants. Nous avons tout un programme de cantiques, de narration, de quiz pour tester et la connaissance de nos enfants et la connaissance de nous-mêmes parents. Parce que pour les encadrer pour le quiz, il va falloir faire des recherches. Juste à côté, l'effervescence est à son comble. Les femmes de l'association peaufinent les aspects organisationnels pour que l'événement soit un succès. Comme le souligne Adja Mawa Kone et Kouyaté, responsable de la communication. Ici, l'enjeu va bien au-delà d'une simple fête.
Ce n'est pas seulement une fête de réjouissance. Bien sûr, il faut se réjouir. Il faut montrer aux enfants que la religion islamique n'est pas seulement une religion austère. On peut s'amuser tout en apprenant. Et l'objectif que nous recherchons, c'est d'étendre cette activité-là à toute la communauté, à toutes les mosquées, pour qu'au moment de la Tabaski, après la Tabaski, que toute la communauté musulmane de Côte d'Ivoire s'élève comme une seule personne pour fêter les enfants. L'association des femmes musulmanes de la mosquée de la Riviera 3 a un objectif clair, mettre la formation islamique au cœur de la vie de ses membres. À présent, lecture de ce communiqué du district autonome d'Abidjan relatif à l'opération de restauration de l'ordre urbain à Zimbabwe-Port-Boué. Le district autonome d'Abidjan informe l'opinion publique nationale que ses services ont procédé ce mardi 2 juin 2026 à des opérations de déguerpissement de la commune de Port-Boué, précisément au quartier Vridi 3, communément appelé Zimbabwe. Cette opération annoncée depuis plusieurs mois aux populations concernées a été précédée de plusieurs séances de sensibilisation. Elle vise à amener les habitants à quitter une zone jugée à risque en raison des dangers liés aux inondations, aux conditions d'hygiène précaires, aux installations électriques anarchiques et au manque d'urbanisation, surtout en cette période de pluie. Le district autonome d'Abidjan rassure que l'opération s'est déroulée dans le respect des procédures en vigueur. Il réaffirme également son engagement conformément à son objectif de 0 mort en 2026 à protéger les populations vivant dans son ressort territorial en collaboration avec les maires. Le district exhorte les populations installées dans les zones à risque à quitter ces espaces afin de préserver leur sécurité. Il réitère par ailleurs sa volonté de bâtir une capitale plus résiliente face aux effets du changement climatique. Fait à Abidjan le 2 juin 2026. La Côte d'Ivoire dévoile sa feuille de route pour les 5 prochaines années. Le ministre du Plan et du Développement a présenté ce mardi le Plan national de développement 2026-2030 aux partenaires techniques et financiers ainsi qu'au corps diplomatique. Un programme ambitieux évalué à plus de 114 milliards de francs CFA est destiné à accélérer la transformation économique et sociale du pays. Reportage Youssouf Traoré et Thiozon Ouattara. Devant le corps diplomatique et les partenaires au développement, le ministre du Plan et du Développement Souleymane Diarra a présenté les grandes orientations du Plan national de développement 2026-2030. Un programme élaboré de manière participative pour accélérer la transformation économique et sociale de la Côte d'Ivoire. Le PND 2026-2030 a été adopté successivement par le Conseil des ministres, l'Assemblée nationale, le Sénat. Ce processus démontre que le PND 2026-2030 n'est pas seulement un document gouvernemental, mais un cadre unique de référence du développement partagé et co-construit avec l'ensemble des forces vives de la nation. Évalué à plus de 114 000 milliards de francs CFA, ce nouveau plan vise notamment une croissance économique moyenne de 7,2% et l'accession de la Côte d'Ivoire au rang des pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure à l'horizon 2030. La vision du PND 2026-2030 est claire. Bâtir une grande nation stable, ambitieuse et solidaire. Cette vision traduit la volonté de consolider durablement la paix, la stabilité et la cohésion sociale tout en accélérant la transformation économique et sociale du pays. L'ambition centrale est de faire accéder la Côte d'Ivoire à la catégorie des pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure avec un PIB par habitant de 4 500 $ à l'horizon 2030. Le PNUD, Programme des Nations Unies pour le Développement, a salué la vision portée par ce nouveau cadre stratégique. Sa représentante Bertha Sela a réaffirmé son engagement à accompagner sa mise en œuvre. Et le PNUD est fier d'être associé avec ce PND pour la réalisation de développement durable du pays. On sera aux côtés du gouvernement ivoirien de transformer tous les défis en opportunités pour améliorer la vie des Ivoiriens et pour réaliser les ambitions de la Côte d'Ivoire. Notons que le groupe consultatif du PND 2026-2030, prévu les 8 et 9 juillet prochains, vise à partager la vision d'une Côte d'Ivoire à revenus intermédiaires de la tranche supérieure et à mobiliser les financements nécessaires auprès des partenaires. Renforcer la sécurité et la conformité des infrastructures aéroportuaires.
en Afrique de l'Ouest et du Centre. C'est l'objectif de la formation sur la certification des aérodromes organisée à Abidjan par le SODEXAM en collaboration avec l'UGAOCO et le bureau régional de Laosi. Ouvert ce lundi 1er juin, cette session réunit plusieurs experts et acteurs du secteur aéronautique autour des bonnes pratiques en matière de gestion d'exploitation aéroportière. Les détails avec Sissé Bangali et Mariam Doukouré. Abidjan accueille depuis ce 1er juin une session de formation sur la certification des aérodromes organisée par la SODEXAM en collaboration avec l'UGACO et le bureau régional de l'OACI. Cette rencontre réunit des experts et professionnels du secteur aéronautique venus de plusieurs pays africains. Pendant 5 jours, les participants échangeront sur les procédures de certification, les exigences réglementaires et les bonnes pratiques visant à renforcer la sécurité et la conformité des infrastructures aéroportuaires aux normes internationales. Pour les partenaires techniques, la certification des aérodromes demeure un levier essentiel pour garantir la sécurité des opérations aériennes et renforcer la compétitivité des plateformes aéroportuaires africaines. La certification des aérodromes transcende la simple conformité administrative. Elle constitue le socle de notre responsabilité collective en matière de sécurité de l'aviation civile. Nous visons surtout, à travers cette formation, la coopération sud-sud, la constitution d'une communauté de pratiques régionales capable d'échanger sur les contraintes opérationnelles, d'harmoniser les interprétations réglementaires et d'accélérer la mise en conformité de nos aérodromes aux exigences internationales. Hôte de cette rencontre, la SODEXAM se réjouit de la tenue de cette formation à Abidjan. Pour la structure, cette initiative contribue au renforcement des capacités des acteurs du secteur et à l'harmonisation des pratiques conformément aux standards internationaux. Les défis auxquels nous sommes confrontés sont nombreux, mais peuvent être relevés par le partage d'expérience, la mutualisation des moyens et des compétences. Par conséquent, je formule le vœu que les travaux qui s'ouvrent aujourd'hui permettent à chacun de repartir avec des outils et des connaissances pratiques pour faire progresser les processus respectifs de certification de aéroports. À travers cette initiative, les partenaires entendent accompagner les États africains dans l'amélioration continue de leur infrastructure aéroportuaire et le respect des normes de l'aviation civile internationale. La formation se poursuit jusqu'au 5 juin prochain. Troisième titre de ce journal, l'intelligence artificielle, les réseaux sociaux et la liberté de communication sont au cœur des réflexions à Abidjan. L'AACA organise du 1er au 3 juin la deuxième conférence internationale Abidjan 2. Cette conférence réunit les membres du réseau francophone, des régulateurs des médias et du réseau des instances africaines de régulation de la communication autour des défis liés à la régulation de l'espace numérique et des nouveaux usagers technologiques. Vassi Fofana et Fatmat Kodio. Conçu comme le prolongement de la réunion conjointe du RIFRAM et du RIAC tenue sur la régulation des services numériques, cette conférence entend approfondir les réflexions engagées sur la gouvernance du numérique. Forte du succès de la précédente édition, marquée par l'adoption d'une déclaration commune et la signature d'un protocole d'engagement volontaire avec plusieurs plateformes numériques, cette rencontre vise à renforcer la coopération entre les acteurs de la régulation. Il s'agit de rendre une déclaration relative à l'intelligence artificielle, aux réseaux sociaux et à la liberté de communication. Comment, justement, concilier ces aspects qui peuvent paraître contradictoires à maintes égards. Ce sera tout le défi, tout l'enjeu de cette conférence. Mais nous y parviendrons. Le RIAC et le RIFRAM poursuivent ainsi leur étroite collaboration afin de promouvoir un espace numérique plus sûr, inclusif et respectueux des libertés fondamentales grâce à un dialogue constructif entre les différentes parties prenantes du continent africain et de l'espace francophone. Voir le chemin qui a été parcouru, les acquis qui ont été obtenus, la portée du dialogue lui-même, les engagements pris par les plateformes, l'état d'application de ces engagements et également définir des perspectives. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a salué l'initiative avant de procéder à l'ouverture officielle des travaux. L'avenir de la régulation de l'intelligence artificielle et des réseaux sociaux ne peut se construire sans l'Afrique.
jeune continent, dont 75% de la population a moins de 35 ans et qui constituera en 2050 un quart de l'humanité. Notre continent ne peut plus être un simple espace d'application de normes conçues ailleurs. Il doit être un acteur à part entière de la réflexion mondiale sur ces questions donc de régulation notamment. L'Afrique doit donc s'organiser pour contribuer activement à la définition des règles qui structureront l'espace numérique de demain. Durant 3 jours, les participants auront pour mission de formuler des recommandations sur plusieurs thématiques liées à la régulation du numérique. Cette session sont prévues notamment sur l'élaboration d'un cadre réglementaire de l'intelligence artificielle dans les secteurs de la communication audiovisuelle et numérique, ainsi que sur l'adoption de la déclaration d'Abidjan 2. Sujet de réflexion, cette fois autour de la paix et de la cohésion sociale. Le Sahel Peace Initiative Côte d'Ivoire a organisé le samedi 30 mai dernier à Cocody sa première journée de réflexion sous forme de table ronde, placée sous le thème Mission et engagement de la SPI en Côte d'Ivoire, appropriation et orientation de l'appel de Bamako pour la paix et la cohésion sociale. Cette rencontre a réuni guides religieux, chefs traditionnels et acteurs de la société civile autour des enjeux de stabilité, de gouvernance démocratique. Des précisions avec Fatma Kodio. Le Sahel Peace Initiative se positionne comme un cadre d'engagement citoyen, de formation et de plaidoyer en faveur de la culture de la paix. À l'issue du Forum régional de Bamako, tenu les 26 et 27 mars 2026, les leaders religieux et traditionnels de plusieurs pays de la sous-région ont adopté l'appel de Bamako, un document issu des réflexions régionales sur la réconciliation, la cohésion sociale et la gouvernance inclusive. Nous sommes dans la poursuite de cette initiative de paix au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Nous avons encore été invités ce matin pour participer à la table ronde d'Abidjan. Remercier une fois de plus la communauté catholique, les animateurs, les acteurs des SPI qui donnent suite au forum de Bamako. Ici, nous avons cette tradition, cette rencontre, la relation islamo-chrétienne, par exemple. C'est une très bonne chose. Il faudrait que cela se poursuive, pas seulement se contenter des rencontres, des réunions, mais voir comment nous pouvons coopérer ensemble. Cette table ronde tenue à Cocody avait pour objectif de renforcer les capacités d'action et l'orientation stratégique du SPI en Côte d'Ivoire. Elle visait également à approfondir la compréhension commune de l'appel de Bamako, de ses fondements, de ses axes stratégiques et de ses implications dans le contexte ivoirien. Les participants ont également formulé des recommandations en vue de son opérationnalisation effective sur le terrain. Il s'agit pour nous et pour tous les participants de réfléchir à toutes les actions possibles que les acteurs ivoiriens pourraient mettre en place pour que ces engagements qui ont été pris ne dorment pas dans des tiroirs, mais que véritablement sur le terrain, l'appel puisse vivre. À l'issue des travaux, les participants ont adopté un cadre commun de compréhension de l'appel de Bamako et de ses implications pour les actions du SPI en Côte d'Ivoire, avec pour ambition de renforcer durablement la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Redonner le sourire aux populations vulnérables à travers des actions concrètes de solidarité est l'objectif que poursuit l'ONG AGI Côte d'Ivoire à travers une tournée dans la région du Tchologo. Cette initiative qui a concerné les localités de Ferkese-Dougou, Kong, Wangolo-Dougou et Ouminyaranso a été marquée par des dons de pagnes et des appuis financiers au profit de nombreuses familles. Des détails avec Mathilda Bamba et Fatma Kodio. Dans un élan de solidarité envers les populations du Tchologo, l'ONG AGIRCI a lancé une vaste opération sociale à travers plusieurs localités de la région. Cette initiative vise à apporter assistance et réconfort aux populations tout en contribuant à l'amélioration de leurs conditions de vie. Selon sa présidente Koulibaly Djeneba et Poussila, cette action s'inscrit dans une volonté de promouvoir les valeurs de fraternité, de partage et de solidarité au sein des communautés. On va dire que c'est la semaine de partage. On a commencé à Wangolo avec le partage.
Et nous sommes là à Momirasso. De Momirasso, on va à Kong. Et de Kong, on sera à Kumbala. Et c'est fait pour la fête de Tabaski, pour accompagner nos mamans et nos papas pour la fête de Tabaski. Au programme de cette tournée, la distribution de pagnes et la remise d'appui financier à de nombreuses familles. Visiblement touchées par cette marque de générosité, les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude à l'endroit des responsables de l'ONG. Nous voulons dire merci à l'ONG AGI pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. On est vraiment contents et la fête est belle. On va bien s'amuser. On va coudre nos pagnes et puis emporter le jeu de la fête. Donc on dit merci à l'ONG AGI pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. À travers cette tournée de proximité, l'ONG AGIRCI réaffirme son engagement en faveur des populations vulnérables et démontre que la solidarité demeure un puissant levier d'espoir et de cohésion sociale. Dernier élément de ce journal, restons dans le registre de la cohésion sociale, mais cette fois dans la région du Haut-Sassandra. La préfecture de Daloa a accueilli le jeudi dernier l'ouverture de la 5e édition des journées portes ouvertes des droits de l'homme pour la consolidation du lien armée-nation. Initiée par la Coordination africaine des droits de l'homme pour les armées, cette rencontre vise à renforcer la confiance entre les populations civiles et les forces de défense, tout en promouvant la paix, le vivre ensemble et la cohésion sociale. Le point avec Abdul Samad Zouré. Créer un climat de confiance entre les forces de défense et les populations civiles. C'est tout l'enjeu de cette 5e édition des journées portes ouvertes des droits de l'homme pour la consolidation du lien armée-nation ouverte ce jeudi à la préfecture de Daloa. Pendant 3 jours, conférences, échanges et séances de sensibilisation vont rythmer cette rencontre autour des questions de paix, de sécurité et de droits humains. Pour le coordinateur de l'activité, cette initiative constitue un véritable cadre de dialogue entre les armées et les citoyens afin de renforcer la cohésion sociale. Eh bien, il était important pour nous d'instaurer des journées portes ouvertes en droits humains en mettant l'accent sur la collaboration du lien armée-nation pour dire que les forces armées et les populations civiles doivent collaborer, que nous puissions anticiper sur toutes les formes de menaces. Présent à cette cérémonie d'ouverture, le secrétaire général de la préfecture représentant le préfet de région a salué une initiative qui participe au renforcement de la paix et du tissu social. La stabilité d'une nation ne saurait reposer uniquement sur l'action des forces armées. Elle nécessite également l'adhésion, la collaboration et l'implication responsable de tous les citoyens. Même engagement du côté des forces de défense et de sécurité qui réaffirment leur volonté d'assurer la protection des populations dans le respect des droits humains. Nous, depuis quelques années, nous faisons beaucoup d'efforts sur la formation de nos hommes parce que des violations des droits de l'homme venant de nos hommes peuvent impacter négativement ce bon rapport que nous recherchons. Une initiative appréciée par les populations civiles venues assister à cette cérémonie d'ouverture. Désormais, on saura que faire pour être véritablement en véritable collaboration avec l'armée. À travers cette 5e édition des journées portes ouvertes des droits de l'homme, les organisateurs veulent renforcer le dialogue, la confiance mutuelle et le vivre ensemble entre armée et population civile. Après Alger, direction Paris pour parler de la Grande Mosquée de Paris, située au cœur du 5e arrondissement, à 2 pas du Jardin des Plantes. La Grande Mosquée de Paris est l'un des édifices religieux les plus emblématiques de la capitale française et un symbole fort de l'islam en Europe, construite entre 1922 et 1926 et inaugurée en 1926. Elle se distingue par son architecture de style hispano-mouresque inspirée des traditions andalouses et du nord africain. Ces patios ornés de zéliges et des arcades élégantes, ces jardins paisibles, son minaret de 33 mètres en font un lieu à la fois spirituel et artistique. D'une superficie d'environ 7500 mètres carrés, elle peut accueillir jusqu'à 1000 fidèles. L'histoire de la mosquée de Paris est étroitement liée à la colonisation. Sa construction, décidée au lendemain de la Première Guerre mondiale 14-18, visait notamment à rendre hommage aux dizaines de milliers de soldats musulmans morts pour la France. La Grande Mosquée de Paris est aujourd'hui bien qu'un lieu de culte. Elle abrite également une bibliothèque, des salles de prière, un hammam traditionnel ainsi qu'un restaurant, faisant d'elle un véritable espace culturel et de vie ouvert aux visiteurs. À travers son histoire et la richesse de son architecture, elle demeure un joyau prémonial qui attire chaque année des milliers de visiteurs venus du monde entier. La mosquée a 100 ans
cette année, la mosquée, bien sûr, la grande mosquée de Paris. C'est la fin de ce journal réalisé par Hassan Traoré Métogra et préparé par Mariam Doukouré. Excellence du programme. Je vous laisse en compagnie de l'équipe du Dexta Arabe. Quant à moi, je vous donne rendez-vous jeudi à 21h dans le cadre d'éclairage. Excellence du programme. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.